Élection législative. Après une semaine de campagne, la majorité est en tête dans les sondages. Invité de ce journal, Jack Lang. Zahir, le chef rebelle Laurent Désiré Kabila, demande aux Nations Unies de rapatrier les 85 000 réfugiés rwandais dont on est toujours officiellement sans nouvelles. Sport Formule 1, victoire d'Harold Frentzen dans le Grand Prix de Saint-Marin. Puis du nouveau sur le marché des bons vins, les seconds vins de très bonne qualité et moins chers que leurs aînés, les grands crus. Madame, Monsieur, bonsoir. Vendredi dernier, les liaisons aériennes entre Paris et Alger étaient rétablies. Leur interruption avait été l'une des conséquences de la prise d'otage du Boeing d'Air France sur la piste de l'aéroport d'Alger en décembre 1995. Toutes les conditions de sécurité étaient assurées, affirmait-on aux aéroports de Roissy et Orly. Ce n'est pas l'avis de British Airways, qui aujourd'hui à Roissy a décidé de fermer son comptoir mitoyen de celui d'Air Algérie. Sébastien Vibert. Voici la salle d'enregistrement du vol Paris-Londres de la compagnie British Airways. Nous sommes sur le parking du toit de l'aéroport de Roissy. Mais ce sont les dirigeants de la compagnie eux-mêmes qui ont décidé d'y installer leur comptoir pour protester contre la présence à leur côté, dans l'aérogare, des bureaux d'Air Algérie. Je ne volerai plus jamais avec eux, je choisirai une autre compagnie. C'est délirant. Si c'est pour une meilleure sécurité, ok. Car c'est bien la sécurité qu'invoquent aujourd'hui les responsables de British Airways. Ils estiment qu'Air Algérie, considérée comme une compagnie à haut risque par les autorités françaises, ne devrait pas être installée dans une zone de l'aérogare où se trouvent toutes les autres compagnies. Dans tous les autres aéroports français où Air Algérie est installée, cette compagnie est placée à l'écart, dans une zone de haute sécurité. Nous ne comprenons pas pourquoi ce n'est pas le cas ici à Roissy-Charles de Gaulle. L'installation d'Air Algérie à Roissy est le fruit de longues tractations entre les gouvernements algériens et français. La compagnie n'est pas à l'écart, mais la présence policière est renforcée et un scanner supplémentaire a été installé. On n'est pas tous des sauvages, hein, on n'égorge pas tous, faut pas croire. Moi j'appelle ce machin-là, c'est un machin de racisme, ça qu'ils font. Alors ils se disent qu'ils ne sont pas en sécurité ici. Donc parce qu'il y a une histoire des événements en Algérie. Et tous les gars qui dirigent ces événements, ils sont en Angleterre. Et pourquoi on n'y fait rien en Angleterre? On les autorise à y rester. C'est d'abord qu'ils balayent devant leur porte. Incompréhension, d'autant qu'à l'aéroport de Londres, les comptoirs d'Air Algérie ne font l'objet d'aucune mesure particulière et British Airways ne s'en est pas plaint. La grève des pilotes d'Air France Europe, le principal syndicat a demandé la reprise du travail, mais le trafic restera tout de même perturbé demain encore. La compagnie espère assurer 60% de ses vols. Pour ce qui concerne TAT Air Liberté, des difficultés également encore demain dans la mesure où les hôtesses et les stewards demeurent en grève. Le percement du canal Rhin-Rhône continue de provoquer la controverse entre ceux qui sont persuadés et ceux qui doutent de son intérêt économique. Aujourd'hui, les opposants manifestaient. 8000 personnes dans les rues de Montbéliard. Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier. On dirait que ça gêne de protéger le doux. Montbéliard, rendez-vous cet après-midi de tous les opposants au canal Rhin-Rhône. Une vague impressionnante, 7 à 10 000 personnes venues tout simplement pour défendre l'une des plus grandes richesses de la région, leur rivière, le Doubs. À l'origine de cette colère, la construction d'une autoroute européenne fluviale de Marseille à Rotterdam. Reste aujourd'hui 230 km de travaux titanesques à réaliser, 50 milliards de francs pour relier le Rhin au Rhône, un canal qui devrait bouleverser le paysage comtois. Comme on creuse le canal actuel, on creuse, on l'élargit, ça va faire l'autoroute, hein, c'est comme l'autoroute ici. Hein. Donc on va monter une digue à la place de ma maison, de 8 mètres, ce qui fait que ma maison s'en va, celle du voisin elle reste sur place, il ouvrira sa véranda et il tombera contre la digue. Avec ces travaux, la moitié des habitations douniers devraient disparaître sous les eaux. Quant au centre du village, il serait transformé en île quasi inaccessible. Si par malheur le grand canal se fait, nous demandons la reconstruction totale du village. Voilà, c'est notre seul souhait. En attendant des nouvelles plus réjouissantes, les habitants douniers se mobilisent. Un train spécial a même sillonné ce matin toute la vallée, direction Montbéliard. Si vous ne connaissez pas les chansons, vous avez 1 heure pour les apprendre. On dit qu'il y a plus de 5000 personnes cet après-midi, vous vous sentez soutenu Plus de 5000. Plus de 5, vous rigolez, non? On est au moins 20 000, je suis sûr. C'est un grand succès. Et demain, le canal, on l'enterre.
Une manifestation réussie qui tombe finalement plutôt bien car en cette période électorale, les candidats députés vont devoir enfin trancher. Si ailleurs les travaux ont déjà commencé, en Franche-Comté, le canal Rhin-Rhône est encore loin d'être achevé. Le voyage de Jean-Paul II en République tchèque s'est achevé aujourd'hui de manière très émouvante, dans la mesure où le pape a déclaré lui-même qu'il s'agissait de son dernier voyage dans ce pays. Ce matin, il a célébré une messe en plein air à Prague devant plus de 100 000 personnes, presque autant de monde que pour Michael Jackson. Même si la comparaison peut choquer, elle montre que les catholiques ont répondu présents à l'invitation du pape dans ce pays que l'on dit volontiers peu porté sur la religion. Sur place, Alain Chalron. Il pleuvait, il faisait froid, mais en entrant dans la cathédrale de Prague cet après-midi, Jean-Paul II signait un moment fort de son pontificat. Recevant ici les représentants des autres communautés chrétiennes, en particulier les protestants, il a demandé pardon au nom de l'Église catholique pour les persécutions du passé. Ce n'est pas la première fois dans l'absolu, mais c'est la première fois ici. Il y a 2 ans, lors de sa dernière visite, le responsable de l'Église évangélique avait boycotté cette rencontre. C'est qu'à Prague, le souvenir de Jan Hus, le premier des réformateurs tchèques, de son exécution sur le bûcher en 1415, des guerres de religion qui ont suivi est encore vif. Aujourd'hui, les 2 chefs religieux ont échangé le baiser de la paix, un pardon chargé de symboles que le pape avait fait précéder d'une longue prière personnelle. Ce matin, Jean-Paul II avait célébré la messe devant une centaine de milliers de Pragois dans une ambiance de haute sécurité, après la découverte la veille d'un pistolet non chargé parmi les participants à la rencontre avec les jeunes à Hradec Králové, rencontre pourtant plutôt décontractée et même carrément swinging, en présence d'une jeune fille venue du bout du monde à l'histoire unique et exemplaire. Je viens de Mongolie. Je suis la première catholique de ce pays. Il y a 13 baptisés là-bas. Et j'étais la première. Dans l'avion qui l'amenait à Prague, Jean-Paul II a confié un peu triste que ce voyage serait sans doute le dernier qu'il ferait dans ce pays. Et que du reste, désormais, à chaque fois qu'il irait quelque part, eh bien ce serait sans doute pour la dernière fois. Et cette visite à Prague montre une nouvelle fois que Jean-Paul II a de la ressource et que les voyages le dopent, littéralement. Au Zaïre, le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila, demande aux Nations Unies de rapatrier le plus rapidement possible les 85 000 réfugiés hutus-rwandais dont on est pour l'instant officiellement sans nouvelles. Visiblement, le chef rebelle est déstabilisé par cette affaire dont il a d'abord cherché à minimiser l'importance. Patricia Coste. Laurent Désiré Kabila, le chef des rebelles zaïrois, est en colère. Les réfugiés devront quitter le pays dans les 2 mois qui viennent, rapatriés par l'ONU. Sinon... Ils devront se débrouiller tout seuls. Et il nie encore une fois toute responsabilité dans la disparition des 85 000 personnes que les humanitaires cherchent depuis 8 jours. Les survols de la forêt zaïroise ont enfin localisé aujourd'hui quelques centaines de personnes. Les premiers rescapés, comme il fallait s'y attendre, sont dans un état déplorable. Les enfants, évidemment, non accompagnés, comme l'indique le petit bracelet orange qui pend dans le vide. Petit problème, ces réfugiés pour Kabila, comme il l'a déclaré hier, et dont il demande aujourd'hui qu'on le débarrasse dans les 2 mois. La grande affaire du chef rebelle, c'est la conquête militaire. Ses troupes continuent à converger vers Kinshasa, qu'il cherche à asphyxier plutôt qu'à combattre. Les premiers soldats aux bottes noires ont été signalés sur 3 axes autour de la capitale, dans un rayon de 400 km. À Kinshasa, ce général de l'armée de Mobutu tente l'impossible. Remotiver ses troupes. À $1 par mois, il leur est demandé de ne plus piller et de ne plus fuir devant les avancées des troupes rebelles. Bref, de se battre. Mais la bataille de Kinshasa aura-t-elle lieu? Le jeu de cache-cache pour une rencontre Mobutu-Kabila continue. Le chef rebelle vient de proposer un nouveau pays pour cette rencontre, la Zambie, à la place du Gabon, proposé par Mobutu. Retour en France, le 17 avril 1944, le dernier convoi de déportés quittait Paris. Cérémonie du souvenir cet après-midi au mémorial érigé dans le 4e arrondissement de la capitale, en la présence du maire Jean Tibéri et du ministre des anciens combattants, M. Pasquini.
Les élections législatives maintenant. Dernier sondage, Sofres Figaro à paraître demain matin. La majorité l'emporterait avec 329 sièges, 202 députés socialistes divers gauche et écologistes, 23 communistes et un élu Front National. À noter que 36% des personnes interrogées se déclarent encore indécises quant à leur choix du 25 mai et du 1er juin. Sur le terrain, les thèmes de campagne évoluent. Pour le secrétaire général du RPR, Jean-François Mancel, les élections législatives ne sont pas destinées à choisir un Premier ministre, mais une majorité. De son côté, Lionel Jospin s'interroge sur le fait de savoir si Alain Juppé est toujours le chef de campagne de la majorité. Quant à Alain Madelin, présenté il y a quelques semaines encore comme un chaud partisan de la dissolution, on ne l'a pas vu depuis une semaine. Il faut dire que ses idées libérales en matière économique n'ont pas été vraiment reprises dans les thèmes de la campagne de la majorité. Alain Madelin était chez lui ce week-end dans son fief de Redon, en Ille-et-Vilaine. Jean-Baptiste Prédaly et Frédéric Delarue. Voilà, je vais donner un beau morceau pour Maude. Alain Madelin a disparu de la campagne nationale de la majorité. Il remplit ses devoirs d'élu local, rien n'y manque. C'est même un peu affecté. Une façon de marquer ses distances dans sa circonscription de Redon, Ille-et-Vilaine. Mais l'élection n'est pas loin et le discours d'Alain Madelin reste inchangé. Et puis permettez-moi tout particulièrement de saluer cette France du commerce, de l'artisanat, de la petite entreprise. C'est une France qui mérite l'estime et la reconnaissance de tous. Car Alain Madelin se prépare. Il rencontre des chefs d'entreprise, il rôde ses arguments libéraux. Une façon de cultiver son propre jardin sans trop se préoccuper des thèmes des autres, Alain Juppé compris. Alain Juppé a fixé quelques grandes lignes, le président de la République surtout a donné le cap. Je vais essayer de dire ce que moi j'entends par l'élan des libertés nécessaires. Il va donc s'engager, mais tout seul, avec dès demain ses propres meetings, appuyés sur son propre mouvement, Idée Action. Alain Madelin se réclamera seulement de Jacques Chirac, et pour la suite, ses partisans en tout cas ont leur idée. Comme Lionel Jospin que nous vous avons montré hier dans sa circonscription de Haute-Garonne, le candidat Alain Juppé a passé son samedi et son dimanche à Bordeaux, où il se présente. Carole Comon, Emmanuel Beck. Vous me dites ? La campagne nationale semble tout à coup bien loin. Le départ du marathon de Bordeaux vient d'être donné par celui qui se présente d'abord, ici, comme monsieur le maire. Candidat aux législatives, Alain Juppé entame aussi en Gironde une nouvelle campagne. Ici, on est entre amis, c'est pas des meetings, c'est le contact personnel. Je trouve que c'est très agréable et très utile. Premier retour à Bordeaux depuis l'annonce de la dissolution pour un week-end chargé. D'abord, photo de famille avec tous les candidats de la majorité juste après l'annonce officielle des investitures. Dans la 11e, Daniel Picotin avec Nicole Léraud, on n'a rien oublié. Dans la deuxième circonscription, Alain Juppé avec Françoise Brunet, qui est d'ailleurs UDF. Puis inauguration de la permanence du candidat Juppé. Merci à toute l'équipe. On y va. Et déjà, début d'une campagne bordelaise que le chef du gouvernement s'emploiera à mener au moins 2 jours par semaine. Bordeaux, bien loin de la campagne nationale, dont dépend pourtant sa reconduction à Matignon, même s'il s'en défend. Une élection législative n'est pas une élection présidentielle. Certains peut-être le regrettent, pas moi en tout cas. On ne choisit pas un Premier ministre, on choisit une majorité. Seul le président de la République peut choisir le Premier ministre, le moment venu. Et vous, c'est Bernard l'Enchanteur. Oui, bien sûr. Alors, touchez-moi de votre baguette. Vous attendez un peu. Après la mairie, il y a 2 ans, Alain Juppé veut aujourd'hui s'installer pour de bon dans l'ancien fief de Jacques Chaban-Delmas. L'assurance d'une implantation locale durable, mais aussi le test personnel d'un Premier ministre en mal de popularité, voilà bien les enjeux de ce scrutin bordelais. Et interrogé aujourd'hui par nos confrères de la première chaîne, M. Alain Juppé a déclaré qu'il n'était pas candidat à sa propre succession, qu'il ne refusait pas, à propos du fameux débat, un débat duel avec M. Jospin entre les 2 tours, ce qui lui semblait plus préférable. Enfin, il envisage une série de 40 mesures d'ordre économique dans les jours qui vont suivre son élection, bien sûr, si la majorité l'emporte.
L'ancien ministre socialiste Jean-Pierre Chevènement présentait, lui, cet après-midi, les 200 candidats de son mouvement des citoyens. Il entend garder son indépendance par rapport au Parti socialiste en prenant l'opposition, par exemple, à l'Europe de Maastricht. Il en va pour lui de la survie de la France. L'enjeu est capital. C'est la bataille de la France. Car si les Français reconduisaient M. Juppé, cela voudrait dire une austérité à perpétuité. Car il n'y aura plus d'élections avant 2002. Et en 2002, nous serons dans l'euro. Voter, ça n'aura plus de signification. Le pouvoir sera dans les mains des banquiers de Francfort, entièrement indépendants du suffrage universel. Il faut que nos concitoyens comprennent que c'est un piège qui va se refermer sur eux. En compagnie de Jean-Michel Carpentier, je reçois ce soir M. Jacques Lang. M. Lang, bonsoir. Bonsoir. Si l'on écoute M. Juppé, il résume le programme des socialistes en disant plus de dépenses publiques, notamment avec l'engagement par l'État de 350 000 fonctionnaires, donc plus de chômage à terme. Oui, mais ce sont des contre-vérités. Je déplore toujours que, sous prétexte de campagne, on puisse défigurer la thèse du concurrent. Il n'a jamais été question de créer 350 000 emplois publics. Et par ailleurs, tout au contraire, mais on va en parler maintenant, notre volonté est de remettre le pays en mouvement, de remettre la France sur les rails de la croissance. Aujourd'hui, la France est enlisée, bloquée, tétanisée, elle va droit dans le mur. Et notre volonté, si j'ose dire, c'est de remettre du tigre dans le moteur, d'apporter de l'oxygène à l'économie française pour recréer des emplois, ce qui réclame de la part des dirigeants énergie et enthousiasme. Je crois que c'est la ligne générale de notre action. Nous voulons redonner à notre pays qui doute, qui a peur de l'avenir, nous voulons lui redonner la pêche, la volonté de se battre et d'aller de l'avant. Et ça n'a rien à voir avec cette caricature qui a été présentée par M. Juppé. Oui, mais cela dit, je vous reprends quand même un petit peu, parce que vous avez dit qu'il n'a jamais été question de créer 350 000 emplois publics. Si, sur 2 ans, il en a été question. C'était d'ailleurs l'objet d'une conférence de presse très importante de Lionel Jospin. Alors, vous revenez sur cet engagement un petit peu? Je rappelle, c'est une caricature. Ce que nous souhaitons faire, c'est par une série de mesures immédiates qui auront un effet de choc et qui se traduiront sur le terrain par des changements. Imaginez un système de contrat entre l'État, les collectivités locales et les associations pour encourager la création de 300 emplois de qualité de vie. Et je peux vous dire, ces 2 derniers jours, en tant que maire de Blois et dans mon département de Loir-et-Cher, j'ai pu voir à quel point certains besoins de base, la sécurité, la protection de la santé, la protection de l'environnement, ne sont pas satisfaits par la puissance publique. Mais ces 300 000 emplois, ce ne sont pas des emplois de fonctionnaires, ce sont des emplois associatifs encouragés par les collectivités publiques. Alors, dans le sondage qui sort demain dans le Figaro, le sondage Sofres, 63% des Français estiment que le Parti socialiste n'est pas prêt à gouverner le pays contre 31%. Est-ce que ça signifie que vous n'êtes pas entendu, que vos mesures, les mesures que vous préconisez, ne sont pas jugées crédibles par les Français? Bon, d'abord, on ne fabrique pas un programme selon les sondages. Je crois qu'il faut affirmer ses convictions, aller de l'avant et expliquer. Et cette semaine, dans les heures qui viennent, nous adopterons une plateforme qui, autour de quelques grands axes simples, s'efforcera d'expliquer ce que nous voulons faire. Bon, je prends 2 exemples, si vous le permettez. Premièrement, mais 2 exemples parmi les 10 grands axes qui structureront l'architecture de notre plateforme. Rénover la vie publique, par exemple. Rénover la vie publique, ça veut dire que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui est un système dans lequel une caste accapare le pouvoir à la tête de l'État ou de certains groupes financiers. Nous voulons redonner la parole aux travailleurs et aux citoyens et faire que la personne humaine soit à sa vraie place, c'est-à-dire la première. Ce qui se traduira par toute une série de réformes que nous réaliserons dès les premiers mois. Suppression du cumul des mandats. Vous observez d'ailleurs que M. Juppé dit la même chose. Inspiré de notre programme. Tout le monde si les bonnes idées progressent, tant mieux. Parité homme-femme. Enfin, un vrai Parlement qui contrôle l'administration et l'exécutif. La protection des droits individuels. Et je dirais, au-delà de tout cela, c'est l'esprit qui changera. Pour nous, le maître mot dans la vie sociale, dans la vie publique, c'est le mot de respect. Respect de la personne humaine, respect de la parole donnée. Les Français en ont ras-le-bol des promesses non tenues, des programmes déchirés, et respect de l'argent public. Ils en ont aussi ras-le-bol des gaspillages incroyables qui se commettent ici ou là en France. Jacques Lang, je voudrais vous ramener à des problèmes plus terre-à-terre de campagne. C'est terre-à-terre, cela, parce que ça concerne, je dirais, le Parti communiste, l'état d'esprit de notre pays. Votre alliance avec le Parti communiste. On a le sentiment parfois que c'est un allié
parfois un peu encombrant. Tout le moins, certains le présentent comme ça pour vous. Comment le voyez-vous? Certains voudraient nous encombrer. Les choses sont simples. Aujourd'hui, un pôle du progrès s'est constitué, qui réunira, si les accords sont conclus, les Verts, c'est déjà fait, le Parti socialiste et le Parti communiste et le Parti radical, on l'oublie aussi, et quelques autres mouvements. Dans ce pôle du progrès, qui aujourd'hui, je le rappelle, a dans les sondages une majorité relative très élevée, le Parti socialiste est l'axe même de la future majorité. Il en est l'ossature ou la colonne vertébrale. Donc ça veut dire que pour le Parti communiste, en fond, c'est un petit peu à prendre ou à laisser le programme du PS. C'est-à-dire que si par exemple les communistes sont contre l'euro, si le PS est pour, ça sera comme ça. Mais nous avons formulé en particulier sur l'Europe nos propositions. Nous sommes un parti européen, nous souhaitons l'euro à la date prévue, simplement nous avons indiqué que ce passage à l'euro réclame que les conditions soient respectées, et ces conditions, en réalité, elles signifient que nous voulons une Europe plus volontaire, oui, mais les communistes ne veulent pas de plus cela. Économique. Pardon. Les communistes ne veulent pas de cela, ils ne veulent pas de cet euro. Comment vous allez faire pour gouverner ensemble? Nous allons en parler mardi ou mercredi. Comment ferez-vous pour gouverner ensemble dans ce contexte? Vous souhaitez la présence de ministres communistes au gouvernement? C'est une question qui serait la conséquence d'un consentement mutuel. Je répète, cette semaine, c'est une semaine importante pour nous, puisque c'est notre plateforme et c'est cette rencontre avec les communistes. Mais sur les questions clés et fondamentales, nous avons fixé le cap, c'est le nôtre, et je pense que nous réussirons à trouver avec les communistes un accord qui respecte cette perspective socialiste. Dernière chose en un mot, Monsieur Lang, qu'est-ce qui va faire la différence dans les 3 semaines qui viennent? La différence, je crois qu'il faut éclairer les gens sur la réalité des programmes. Je crois qu'il y a un vrai choix, en effet. Tout le monde est d'accord entre 2 types de systèmes, 2 types de sociétés. Tout à l'heure, M. Juppé montrait une certaine sympathie pour l'œuvre accomplie par Mme Thatcher en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, si vous avez pu le voir récemment à la faveur d'enquêtes, filmées en particulier, Mme Thatcher et ses amis laissent un pays dans un état pitoyable, des transports publics à l'abandon en raison du retrait de l'État, un système scolaire qui est très dégradé, des cantines qui ne sont même plus ouvertes aux enfants. C'est donc plus d'État? Nous ne voulons pas plus d'État? Non, nous voulons mieux d'État. Et j'imagine que lorsqu'on évoque ce thème, et bon, je l'ai évoqué avec mes concitoyens cette semaine à Blois, les Français ne souhaitent pas, croyez-moi, moins de policiers pour la sécurité, les Français ne souhaitent pas moins d'infirmières pour la santé, et ils ne souhaitent pas moins de professeurs et d'instituteurs pour l'éducation de leurs enfants. Et par conséquent, en effet, sur ce plan-là encore, il y aurait un changement de cap si nous revenons au gouvernement, et au gouvernement, nous souhaiterons mobiliser les énergies, les talents et proposer au pays, je dirais, une nouvelle aventure collective. Personnellement, j'y crois. Merci, Monsieur Lang. La suite de l'actualité avec un phénomène qui est en train de bouleverser le marché des vins en France. Jusqu'à présent, il y avait les premiers grands crus, mais depuis une dizaine d'années, les producteurs ont mis en avant ce qu'ils appellent des seconds vins, tirés en partie des premiers sous une autre étiquette. Ils sont excellents et moins chers. Éric Perrin, Philippe Dumail. Ils ont fait une apparition discrète dans les années 80. Puis petit à petit, ils ont pris de l'importance au point de devenir ce que les professionnels de la vente appellent un segment à part entière. Aujourd'hui, les seconds vins ont droit à tous les honneurs. Même les plus grands parmi les plus grands proposent désormais un second vin apparemment fier de leur prestigieux aîné. Il n'est pas rare de retrouver une partie du nom du premier vin dans le second. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si le deuxième vin de Cheval Blanc, un Saint-Émilion premier grand cru classé, s'appelle le Petit Cheval. Les prix de ces seconds vins sont eux aussi beaucoup plus petits. C'est fonction du château, c'est sûr, et surtout du millésime. Mais l'ordre de prix, c'est 100 francs. À 100 francs, on a entre 80 et 100 francs, on a un très bon second vin. Pour comprendre ce qu'est exactement un second vin, il faut avoir le privilège d'assister à une étrange cérémonie, l'assemblage. Nous sommes au château de Fiesal, à Léognan, un grand cru classé. Dans chacune de ces 13 bouteilles numérotées, un échantillon de vin correspondant à une parcelle. Pierre, le chef de culture, et Cyril, le directeur technique, vont déguster à l'aveugle. Impossible pour eux de savoir quelle bouteille contient tel cépage ou tel autre, quel numéro correspond à une vigne jeune ou vieille.
L'assemblage ressemble à une mystérieuse partie d'échecs, une sorte de garde-triage où le goût fait office d'aiguillage. Alors en fait, là on classe les bouteilles en 3 catégories. Celles qui sont les plus avancées sont celles qui correspondent aux premiers vins et qui sont sans conteste. Celles qui sont les plus reculées correspondent à des lots qui a priori vont faire du second vin. Et puis celles qui sont intermédiaires sont encore un peu en litige, donc pourront faire soit du second, soit du premier. L'émergence de ces seconds vins correspond en fait à la recherche de l'excellence en ce qui concerne les premiers. Ici, selon la qualité des millésimes, 30 à 40% de la récolte sera consacrée à l'élaboration du second vin de la propriété L'Abeille de Fiesal. Le second vin, c'est un vin qui a profité et des moyens et de la technicité d'un grand cru classé. Et en fait, on a des vins qui sont assez proches, qui ont un petit peu moins de concentration, des vins qui peuvent se boire éventuellement un peu plus tôt. Les restaurants ont largement contribué au succès de ces seconds vins. Si on les retrouve souvent sur les cartes, c'est bien sûr pour une question de prix, mais aussi parce qu'ils excitent la curiosité des clients. Si certains seconds vins peuvent décevoir, d'autres ont acquis du fait de leur qualité une vie indépendante, comme ce Clos du Marquis, deuxième vin de Léoville-Lascaz. La pluie sur la France après la sécheresse n'est pas encore le soulagement total pour les agriculteurs, mais la quantité d'eau déjà tombée depuis 48 heures permet dans certaines régions d'entreprendre les semis. C'est le cas dans la région de Bordeaux et dans le Lauragais, près de Toulouse. Reportage François Privat, Muriel Lassaga. Sur le sud de la Gironde, il est tombé entre 5 et 10 mm de pluie la nuit dernière. De quoi tout juste humidifier la terre en surface. L'occasion pour Pierre Bertrand de commencer à planter son maïs. Hier, c'était absolument entièrement sec, à vrai dire. Un petit peu de pluie qui s'est mélangé avec les herses rotatives et ça fait un petit peu d'humidité. S'il ne pleut pas davantage, il faudra irriguer pour faire monter les plants de maïs. Voisine de la Garonne, les réserves en eau sont conséquentes, mais chères. Alors s'il faut mettre, à vrai dire, l'arrosage en route, ça va demander beaucoup de mètres cubes d'eau et puis ça va coûter excessivement cher également. Pierre n'a pas eu le temps de passer à la herse la totalité de ses 40 hectares de champs labourés au mois de février. Je voudrais qu'il pleuve, à vrai dire, au moins 50 mm d'eau pour arriver à nous faire fondre ces grosses mottes. Ces mottes, on peut les travailler? Non, pas pour l'instant, non, parce qu'on casserait le matériel plutôt qu'autre chose. La pluie est certes annoncée, mais poussée par les vents, les nuages noirs ne font que passer. Au sud-est de Toulouse, les champs du Lauragais ont reçu 15 mm d'eau en une nuit. Premier signe plein d'espoir, la terre commence tout juste à coller aux bottes. Dès ce matin, c'était l'état des lieux dans ce champ de tournesol semé depuis 4 jours. La fraîcheur est quand même très bien descendue. Elle est bien descendue là, ouais. Et j'espère d'abord qu'il va continuer à pleuvoir encore un peu. Au moins autant. Parce que là, de toute façon, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Il faudrait en effet 20 à 30 mm d'eau supplémentaire pour que les tournesols de Guy Fourne puissent enfin lever. En revanche, cette pluie fine et pénétrante a redonné le moral à son voisin qui n'attendait que ce cadeau du ciel pour semer. Aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de faire mes désherbages pour semer dès demain matin. J'espère semer 80% de mes cultures soja et tournesol dans la semaine. La nuit prochaine pourrait être aussi généreuse que la précédente. Chacun ici l'espère et s'en remet aux cieux, fort heureusement très perturbé et menaçant. Opération Les Motards du Cœur aujourd'hui autour de Rennes. 1 millier de motards partis à la recherche de fonds pour financer les Restos du Cœur. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Parce que Coluche était motard, parce que ses potes ne l'oublient pas, parce que tout simplement les Restos du Cœur sont plus que jamais d'actualité, ils ont une fois encore répondu à l'appel de l'organisation Les Motards du Cœur. Participation 100 francs au bénéfice des restos bien entendu, solidarité des motards oblige. C'est la solidarité des motards en premier qui rentre en ligne de compte. Généralement on est toujours en train de céder de toute manière, on ne verra jamais un motard tout seul au bord de la route. Il y aura toujours un deuxième qui viendra lui donner un coup de main s'il est en panne. Et là, c'est pour les Restos du Cœur, je crois que c'est le même principe. 14 heures, après un rapide encas pour la route avec les copains, les 1100 participants qui sont venus de toute la France sont parés au départ. Et toujours, le souvenir de Coluche. C'est un tout, c'est la moto, c'est la solidarité, c'est ce qu'il représente en fait, quoi. Je pense que Coluche, tout le monde est d'accord pour être avec Coluche en fait. C'est ce qu'il représente aujourd'hui, c'est les motards, mais demain ça peut être quelqu'un d'autre en fait. C'est symbolique quoi. Balade dominicale dans les villages et la campagne autour de Rennes.
80 km à petite vitesse, juste pour goûter le plaisir d'être tous ensemble, gros cubes et petites cylindrées réunies. Retour à Rennes avec une surprise, Véronique Colucci. Elle ne sera pas venue pour rien. Pour les Restos du Cœur, les motards signent un chèque de 112 000 francs. Bravo. L'argent servira à financer un projet de jardins ouvriers pour les plus démunis. Et l'association ne s'en contente pas. Pour l'an prochain, elle s'est fixé un objectif, 2000 motards et 200 000 francs. Deux mois avant que le territoire ne soit rendu à la Chine, la colonie britannique de Hong Kong vient d'inaugurer en grande pompe et en présence du gouverneur et de Madame Thatcher, l'ancien Premier ministre, un pont suspendu qui va relier le nouvel aéroport international installé sur une île au centre de la ville de Hong Kong. Cet ouvrage est long d'1 km 400. Il est retenu par 29 câbles au-dessus de la mer. Le sport maintenant, Formule 1 au Grand Prix de San Marin sur le circuit d'Imola en Italie. Première victoire en Grand Prix de l'Allemand Harold Frentzen sur Williams-Renault devant Michael Schumacher sur Ferrari. Laurent-Frédéric Bellet. Gagner son premier Grand Prix, c'est bien sûr une question de bravoure, de volonté, de patience. Pour Heinz-Harald Frentzen, toutes ses vertus ont été rassemblées cet après-midi. Ainsi, quand derrière Schumacher, Frentzen décide d'attaquer. Ça ne passe pas, ses limites, il décide d'attendre son heure. Celle-ci viendra après le premier ravitaillement. Frentzen est alors troisième en attente derrière Villeneuve et Schumacher. Quand il repart, il réussit à contenir Schumacher, lancé à fond sur sa Ferrari. C'est là que l'Allemand gagne la course face à son compatriote. Pneu froid contre pneu chaud, c'est la Williams qui reste devant. Ainsi, sous les yeux impénétrables de son patron, Frentzen s'en va remporter son premier Grand Prix. C'est le jour de gloire pour ce pilote de 29 ans, successeur de Damon Hill dans l'écurie championne du monde. Frentzen, qui après un début de saison pour le moins difficile, 0 point marqué en 3 courses, n'entendait pas se laisser abattre. Je suis très optimiste car les choses ne peuvent qu'aller mieux pour moi. C'est juste, je crois, une question de temps. Frentzen qui profite de l'abandon de Jacques Villeneuve au 40e tour. Problème de boîte, le championnat est relancé. Frentzen qui évite tous les pièges d'une piste redoutable où il est facile de partir à la faute comme ici Damon Hill. Frentzen enfin qui devance Schumacher donc et Irvine. Il va falloir compter sur lui et avec lui pour le reste de la saison. En match en retard de la 34e journée du championnat de France de football, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Nice 5-0, 4 buts de locaux. Au classement général, les Parisiens occupent à nouveau seuls la deuxième place derrière Monaco, tenu hier en échec par Marseille. Finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, victoire en 3-7 du Chilien Rios face à l'Espagnol Correja. 6-4, 6-3, 6-3. Rios devient l'un des favoris du prochain Roland-Garros. Très beau match pour terminer le match. À quelques jours du 1er mai, encore un week-end de ski à La Clusaz, la station des Alpes. On a l'habitude de terminer la saison là-bas par une descente, vous allez le voir, vraiment très originale. Reportage Dominique Bonnet. Avec plus de 17% de fréquentation supplémentaire et une saison qui n'a jamais été aussi longue, 6 mois, La Clusaz peut fermer ses portes sans aucun regret. Ok, bon ben il n'y a plus personne, hein, tout est ok. Pour nous c'est terminé, on a fini. À l'année prochaine. Mais avant l'hiver prochain, et en guise de transition entre la neige et le printemps, une piste est tout de même restée exceptionnellement ouverte cet après-midi. Dernière glisse avant la fonte des neiges. Voici le water slide. Objectif, aller le plus loin possible sur l'eau. Cette discipline, vous l'avez deviné, vient tout droit des États-Unis. Accessoire indispensable d'une piste de 200 mètres de long qui aboutit sur l'eau, sa température 2 degrés maximum. A priori, on n'est pas fêlé, en fait, on n'a pas peur de l'eau froide. Et puis, non, on est raisonnable puisqu'on maîtrise aussi bien le ski que l'eau. Non, non, on n'est pas fêlé. Il faut un petit grain de folie, ouais. Mais bon, c'est une question d'équilibre, c'est tout. Méga pression. Méga pression. Aujourd'hui, le record de l'épreuve n'a pas été battu. Mais le défi folie, c'est aussi l'occasion de faire la fête. Les objets glissants non identifiés clôturent définitivement une saison qui aura été heureuse.
Un héritage bien encombrant pour la petite commune de Fier, près d'Alençon. Une quarantaine de sculptures réalisées par un agriculteur à la retraite, mort il y a une dizaine d'années maintenant. Ces œuvres naïves sont aujourd'hui en piteux état et la mairie n'a pas l'argent nécessaire pour leur réfection. Reportage Ludovic Fossard. Bien sûr, c'est une drôle de maison. Avec des animaux en forme de rêve, mais il faut bien le dire, au regard triste, usés par la pluie, le vent, les camions qui foncent et le temps qui passe. Voilà le bonjour d'un artiste qui a fait ses adieux au monde il y a presque 10 ans. Fernand Châtelain, agriculteur pendant la vie, est devenu sculpteur avant la mort. De drôles de sculptures assurément. Oh ben forcément ça plaît pas tout le monde, hein. On prenait toujours pour un original simplement, voilà. On laissait faire mais c'est tout. Mais c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que c'était quand même un grand créateur. Et oui, c'est beau. Mais pour une commune de 800 habitants, faire que tout ça redevienne comme ça, c'est beaucoup d'argent. Ben, il est vrai qu'on doit faire extrêmement attention aux dépenses publiques, à les minimiser au maximum, mais malgré tout, on a quand même des impératifs. J'allais dire, c'est triste à dire, mais qui passent quand même avant la culture. Pas un sou donc, mais quand même 2 étudiants pour faire un inventaire de la quarantaine d'œuvres de l'artiste disparu. Des experts presque qui, pour ceux ne connaissant rien à l'art naïf, savent trouver les mots justes et juste les mots. Ça laisse libre cours à l'imagination. Je pense que c'est ça l'art naïf. Vraiment le spectateur peut aller dans son imaginaire et rencontrer l'imaginaire de l'artiste. Alors là, moi je vous propose un martien, vous pouvez trouver autre chose. Un porte-manteau, un moule à gaufres, une voiture de pompier, une hirondelle ou un éléphant, sacré Fernand. Lui au moins savait que la vie n'est pas si triste quand on la regarde avec des yeux d'artiste. Un nouveau confrère, Marianne, un nouvel hebdomadaire dans les kiosques à partir de demain, journal dirigé par Jean-François Kahn au prix de vente de 10 francs. Dans quelques instants, la météo, Patrice Drevet, 20h50, affaires privées avec Richard Gere. Le dernier journal aux alentours de minuit. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Michel Rocard. 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.